Radio Transparence présente La santé, ça n'a pas de prix. Une émission de Michel Bouche. Bonjour et bienvenue à vous les auditeurs, c'est la 53e émission La santé, ça n'a pas de prix. Michel Bouche est avec nous, bonjour Michel. Bonjour Tania, bonjour à tous. Et nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Ruffier de l'association AIPD, bonjour Sylvie. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et au cours de l'émission d'aujourd'hui, Michel, nous allons continuer d'évoquer les différentes missions de l'association AIPD que nous avions commencé d'explorer dans l'émission précédente. Oui, on était un petit peu donc pour comprendre ce que nous apporte l'AIPD sur l'Ariège, avec la double facette d'action de cette association, une action de soins dans le cadre d'un centre qui se situe à Lévilotte dans l'ancien hôpital, qui a une optique de réduction de consommation ou de modification de consommation de drogue, de manière à ce que, point de vue santé, les risques diminuent et que ça aille un petit peu mieux. Et puis l'autre facette qui est une salle qui est rue des Moulins, donc dans l'endroit historique de création de l'AIPD, et qui est une salle de réduction des risques, beaucoup plus ouverte sur des gens qui n'ont pas l'intention à court terme de modifier ou de réduire leur consommation, mais qui souhaitent se sentir un peu moins mal, ou bien qui souhaitent réduire les risques d'utilisation des différentes drogues qu'ils peuvent utiliser. Et donc nous avions évoqué au niveau de cette salle le premier usage, qui était cette réduction des risques au sens large du terme, et on ne peut pas s'empêcher, évidemment, au vu des différents textes qui se discutent actuellement à l'Assemblée et aux modifications de regard, d'évoquer le problème des salles de consommation, c'est-à-dire, vous savez qu'en Suisse, par exemple, à Genève, il y a des salles de consommation qui permettent à des gens qui ont besoin de s'injecter des produits parce que ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire autrement, de les accompagner dans cette démarche. Comment se situe l'AIPD par rapport à ces salles de consommation ? Alors, ce que je ne vous ai pas dit dans l'autre émission, c'est que l'AIPD fait aussi partie d'un réseau national. On est adhérent d'une fédération qui s'appelle la Fédération Addiction. Cette fédération donc se situe à Paris, mais au niveau des régions, nous avons des unions régionales de la Fédération Addiction qui sont des lieux d'échange et de réflexion pour tous nos adhérents de la Fédération Addiction. Il y a au niveau régional une déléguée régionale de cette Fédération Addiction et je suis son adjointe par rapport à la Fédération Addiction. Donc là, je peux vous parler, c'est la position aussi de l'AIPD, de la position que défend la Fédération Addiction aujourd'hui dans le cadre donc des échanges qui vont y avoir prochainement au niveau du Parlement concernant la loi de santé publique, la nouvelle loi de santé publique. C'est vrai que pour nous, l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque, c'est le vocable que nous utilisons et non pas salle de shoot comme on peut l'entendre ici et là, qui est pour nous donc une connotation de ce dispositif dont on parle plutôt. On est dans la caricature. Voilà. Vous voulez, on parle plutôt de salles de consommation à moindre risque. Nous souhaiterions que l'expérimentation de ce dispositif-là puisse figurer dans le cadre de la nouvelle loi de santé publique. Ce serait, si ces salles voient le jour un jour en France, ce serait un outil supplémentaire, un outil nouveau dans le cadre de la réduction des risques. Voilà, ce seraient des lieux qui permettrait d'accueillir des personnes qui injectent des produits ou qui utilisent des produits. Donc, ils pourraient les utiliser dans des conditions d'hygiène beaucoup plus favorables et sous le regard de professionnels. Voilà, toujours pour réduire les risques. Et le but étant aussi donc de prévenir les risques, les dommages, de créer du lien social et de faire en sorte que les personnes puissent aussi aller vers d'autres structures. C'est les objectifs un petit peu de ce dispositif
Et le dernier objectif aussi, c'est de réduire les nuisances publiques que les usagers de drogue peuvent occasionner lorsqu'ils injectent dans les cages d'escalier, dans les caves, dans la rue, dans certaines grandes villes. C'est un petit peu ce à quoi la population de certains quartiers, de certains secteurs est confrontée. Donc voilà, ce serait aussi cet objectif-là qui serait à atteindre par ces dispositifs-là. Comme vous le disiez précédemment, ces dispositifs existent dans certains autres pays autour de nous. Je crois qu'il y a au moins plus de 20 ans que la première salle a été ouverte. Effectivement, il y en a au Canada. Nous, la plus proche de nous, c'est en Espagne, à Bilbao. Et donc, je ne dis pas que l'ouverture de ces dispositifs va réduire tous les problèmes, mais c'est un outil supplémentaire et complémentaire de ce qui existe déjà. Alors bon, c'est vrai que l'objectif de réduire les seringues usagées dans les poubelles et sur les trottoirs est un objectif louable, mais peut-être pas fondamental, même s'il parle bien aux électeurs. Mais ce genre de centre se pose un certain nombre de questions, bien sûr. Et est-ce que leur rôle, c'est de permettre une injection dans des bonnes conditions, ou est-ce que le risque, c'est pas d'inciter à cette consommation? Je ne pense pas que le risque soit d'inciter, parce que ces salles s'adressent à des personnes fragilisées, à des personnes vulnérables, à des personnes en difficulté. Nous entendons parler, et ces questions sont tout à fait louables, et je crois qu'il faut les entendre. Certaines personnes qui sont contre disent « Ah ben non, effectivement, comme vous venez de le dire, oui, les jeunes, ils vont y aller et ils vont se droguer ». Non, ce n'est pas ça. Mais pour arriver à cela, il faut expliquer. Je crois que c'est une phase, si toutefois ces salles voient le jour, ou si au moins une des salles voit le jour, il y a une phase importante en amont qui doit être faite auprès des habitants, auprès de la population, pour expliquer que en fait, c'est des lieux qui vont s'adresser à des personnes qui déjà sont dans ces pratiques-là, dans ces consommations-là. Si on se réfère donc aux expériences faites sur d'autres pays, justement, on observe un recul de 80% de mortalité due au sida. La petite criminalité liée à la consommation de drogue, elle a été aussi réduite de 70%. Et par contre, il y a de plus en plus de demandes de personnes qui demandent des traitements de substitution. Donc c'est vraiment dans l'objectif de réduire les risques et de faciliter l'accès aux soins. Et aucune étude montre que cela a facilité ou a permis l'entrée dans une addiction pour des personnes. Je veux dire, on ne franchit pas la porte d'un tel dispositif de façon comme ça, quoi. Ce n'est pas possible. Voilà. Là, on s'appuie sur des expériences dans d'autres pays qui donnent ces résultats-là. Mais comme je le dis, ce ne serait ou ce ne sera qu'une des réponses, une palette de réponses dans la réduction des risques pour des personnes fragilisées. D'accord. Il faut d'ailleurs quand même signaler que c'est un cadre qui ne sera pas prévu pour être festif. Et donc, c'est peut-être pas ce que recherchent les utilisateurs de drogue, qui en attendent un plaisir. Et donc, c'est des salles qui ne seront pas incitatives par elles-mêmes, on peut l'imaginer. Alors, quand ce cadre-là est défini, est-ce qu'il ne serait pas logique, pour une réduction des risques importante et peut-être même pour un assèchement des différents trafics, puisque ça commence à être évoqué au niveau du Guatemala, si mes souvenirs sont justes, est-ce qu'il ne serait pas logique de fournir le produit de manière à ce que ce soit un produit authentifié, garanti de qualité, et que ça assècherait donc le trafic illégal?
Je vous ai dit lors de la précédente émission que les addictions, ce n'est pas qu'une question de produit. C'est aussi une question de comportement et de contexte dans lequel ça se passe. Lorsque vous revenez sur le produit, peut-être, si je comprends bien votre question, mais vous allez me reprendre, vous le voyez en termes de dommages peut-être pour la santé, ce que je peux tout à fait entendre. Hein. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de questions concernant le fonctionnement de cette ou de ces centres donc ou salles de consommation à moindre risque, tout n'est pas encore tout à fait affiné. Il va y avoir des débats fort importants, je suppose, au niveau des assemblées, hein, justement sur comment faire pour que les personnes ne fassent pas une overdose donc dans ces salles-là. Les expériences ailleurs prouvent qu'il y a eu une diminution justement d'overdose et ça n'a pas augmenté le nombre d'overdoses. Voilà. Par contre, cela supposerait peut-être, alors pas de vendre des produits, c'est pas du tout l'objectif de ces salles-là. On n'est pas dans cette réflexion-là, mais c'est plutôt peut-être vérifier ce que contiennent les produits. Mais pour cela, il faut qu'il y ait aussi une modification ou des amendements ont été aussi déposés par rapport à la loi de santé publique afin que les professionnels qui travaillent dans ces lieux-là soient sécurisés. À ce jour, on n'a pas le droit en tant que professionnel de toucher ces produits-là. On tombe sous la loi qui est répressive. Donc il faudrait pouvoir qu'il y ait un amendement qui sécurise un petit peu les pratiques aussi des professionnels dans ces lieux-là afin éventuellement peut-être de contrôler le produit qui serait amené par l'usager lui-même. Et que l'usager aussi lui-même soit protégé autour de ces salles-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, la loi de 1970 interdit le transport de produits illicites. Donc cela supposerait aussi qu'il y ait une modification aux alentours de ces salles. C'est ça, pas de cordon de gendarmerie tout autour. C'est-à-dire que si un gendarme ou un policier arrive à la sortie de ces salles, ou à l'entrée plutôt de ces salles-là, la personne aura sur elle du produit. Donc voilà, aujourd'hui, il va y avoir des débats. Je n'ai pas toutes les réponses à vos questions, mais ce sont de vraies réponses qui vont être posées, qui vont être débattues, afin que ces dispositifs puissent, s'ils ouvrent dans des conditions, on va dire, optimum. Voilà, il y a tout un tas de questions encore qui sont en débat et en suspens. D'accord, on laissera les législateurs se pencher sur comment gérer un petit peu l'apport du produit, quelle garantie et, si possible, en passant, assécher le trafic. Mais c'est vrai que ce trafic, vous le savez, enrichit des tas de gens à un état de niveau et que peut-être ce sera un problème tout à fait délicat. Con una carta en la mano donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro de moral donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza, sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino, jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Et voici que s'en vient Durruti avec les tables de la loi, pour que sachent les ouvriers qu'il n'y a ni patrie, ni Dieu, ni roi. Sylvie Ruffier de l'association AIPD est toujours en compagnie de Michel Bouche pour l'émission La santé, ça n'a pas de prix. Donc ce problème des salles et de l'accueil de réduction de risque, dans le cadre de réduction de risque d'un certain nombre de personnes dépendantes a été évoqué et il reste encore une facette de votre travail à évoquer qui sont les regards vers les jeunes consommateurs. Alors dites-nous un petit peu comment vous adressez à ces jeunes consommateurs qui n'ont pas la sensation d'être des drogués impénitents, mais qui peut-être commencent à avoir une certaine dépendance et dont la personnalité, donc forcément, va être modifiée à terme par des usages de produits qu'ils n'arriveront plus à gérer dans un deuxième temps. Donc là,
je suis en train de faire un grand écart. Vous me faites faire un grand écart entre les salles de consommation à moindre risque qui s'adresseraient à un public en difficulté et qui est déjà dans des pratiques addictives importantes et invalidantes, et notre dispositif qui sont les consultations jeunes consommateurs. Là, je fais un grand écart parce que ce dispositif, donc, il est porté dans le cadre du centre de soins et il s'adresse à des jeunes consommateurs, comme le porte son nom, de moins de 26 ans, ainsi que leurs familles et les adultes autour des jeunes. C'est-à-dire, par exemple, les communautés éducatives, d'où nos interventions aussi au sein des établissements scolaires dans le cadre de la prévention. Donc là, on s'adresse à des jeunes, soit de façon individuelle, soit de façon collective, où nous faisons de l'information, où nous faisons de la sensibilisation, où nous les aidons à porter une réflexion sur la place qu'occupe le produit dans leur vie. Ces consultations se situent en chevauchement justement entre la prévention et le soin. On n'est pas encore, pour un grand nombre d'entre eux, un très grand nombre d'entre eux, dans une conduite, dans une dépendance, dans une addiction. On est dans un comportement à risque, à usage nocif bien souvent, mais pas encore dans une addiction, on va dire, avérée. Ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas y sombrer, mais on n'est pas encore là. C'est vraiment le but de ces consultations, c'est d'éviter justement le passage à une addiction. C'est ça, on est dans l'usage festif, mais qui déborde un petit peu. Un peu plus que festif, ce que j'appellerais aussi nocif pour certains d'entre eux. C'est-à-dire, on va éviter d'arriver... Vous voyez, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau festif, comme vous l'évoquiez, le niveau nocif, et le niveau addiction, cette addiction qui est douloureuse, tant sur le plan physique que psychologique que social. Et voilà. Donc on est en amont du troisième, on va dire du troisième mode d'usage. Et ce dispositif, il permet d'informer les jeunes, de les aider à réfléchir à comment se positionner aussi dans cette société par rapport à leur groupe de pairs. Voilà, on est là sans jugement, on porte pas de jugement, on ne fait pas de leçons de morale non plus. On est là pour les écouter et voir avec eux, ou essayer d'évaluer un petit peu là où ils en sont et voir si ou pas on va être amené à leur proposer une prise en charge. D'accord. Mais vous évoquez plutôt l'abord d'une conduite à risque, ou bien vous faites un petit peu le tour des différents produits à risque? En fait, lorsqu'ils nous sont... Parce que à 99% des cas, on va dire, les jeunes que nous rencontrons dans le cadre de ces consultations nous sont orientés soit par leur famille, soit par l'éducation nationale, soit par différents professionnels. C'est ça, on n'est pas dans du dépistage de départ. Voilà, on est déjà quand même dans une population à problème. Enfin, à problème. J'emploierai peut-être pas, si vous me permettez, ce terme-là, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse de... Justement, les jeunes que nous voyons dans la consultation jeunes consommateurs ne sont pas encore dans une addiction, ou très peu d'entre eux le sont. En gros, 10% de ce que nous recevons, à peu près, pour les chiffres de l'AIPD. Donc, vous voyez, et sur 120 jeunes dans ce registre-là que nous rencontrons par an dans le cadre d'entretien individuel. Donc, c'est quand même petite proportion. Mais ce sont des jeunes parce qu'ils sont dans la période qui est la période de l'adolescence, et où on se cherche aussi, où on a un problème d'identité, voilà. Et à un moment donné, c'est un phénomène aussi maintenant tellement banal que voilà, c'est presque normal de consommer par exemple du cannabis. Mais il faut voir ce que ça représente pour le jeune. Pour lui, pourquoi à ce moment-là, il a eu besoin d'utiliser ce produit? Pourquoi il utilise ce produit? Qu'est-ce qui l'a amené à... Et voilà, on le fait réfléchir un petit peu, et c'est lui qui a en lui les réponses, les leviers pour pouvoir rentrer dans une conduite, on va dire, une pratique de changement. Voilà, c'est un petit peu ça que nous faisons, c'est vraiment travailler sur un changement de comportement.
D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une phase d'interrogation plutôt qu'une phase de problème. Oui, on est dans une phase, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est entre la prévention et le soin. Certains vont avoir besoin d'une prise en charge, mais la grande majorité d'entre eux, non. C'est offrir un lieu d'écoute, sans jugement, sans a priori, permettre de faciliter la parole, tout simplement. Faire en sorte de mettre des mots sur leur vécu, sur leur situation sociale, scolaire, familiale. Voilà, c'est un petit peu cela, et c'est vraiment un dispositif auquel je crois énormément, parce que je trouve que c'est tout à fait intéressant de pouvoir fournir ce lieu d'écoute là aux jeunes, un lieu un petit peu neutre, on va dire, pas neutre parce qu'on est quand même étiqueté, mais neutre par rapport à la famille, à l'éducation nationale, à la justice éventuellement, un lieu pour lui, pour pouvoir parler du pourquoi il a été amené à venir chez nous. Et on est aussi là pour recevoir les parents, parce que les parents aussi sont parfois et souvent démunis par rapport à ces problématiques d'addiction, quoi. Et c'est pas évident quand on est parent, entre ses propres représentations, l'évolution de la société, comment tenir un discours aussi avec un jeune sur une thématique qui est en évolution et dont on n'a pas forcément toujours les bonnes informations. Donc on est là aussi pour les familles, pour les aider, pour les informer, et éventuellement on peut aussi proposer de la médiation familiale qui est faite par la psychologue du service. D'accord. Et donc dans cet abord un petit peu préalable, cet abord précoce, des difficultés. Comment est-ce que vous situez cette séparation entre ce qu'on appelle communément drogue dure et on utilisera le qualificatif de drogue molle. Je ne sais pas si c'est très adapté, mais c'est-à-dire comment vous situez cette séparation? Est-ce que c'est une séparation pertinente? Et ça se pose en particulier, je pense, par rapport au jeune public, Justin. Alors pour moi, il n'y a pas de différence entre les drogues, entre les substances psychoactives. Pour moi, le vocable drogue dure, drogue douce ou molle, comme vous l'avez cité, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Vu que j'ai dit déjà à plusieurs reprises que l'addiction, c'est la rencontre avec un produit, une personnalité à un moment donné. Donc, on ne peut pas réfléchir et raisonner que par rapport au produit. Il faut aussi tenir compte de la personnalité, de la fragilité ou pas des uns et des autres. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte. Et cette histoire de drogue dure, drogue douce, a souvent été, si je caricature, associée drogue douce, c'est le cannabis. Et drogue dure, c'est l'héroïne. Je caricature, mais c'est un petit peu. Soyons simples. C'est un petit peu ce que l'on a pu entendre parler, parce qu'effectivement, on pouvait vite mourir, on va dire, avec l'héroïne, parce qu'on pouvait faire une overdose, mais on ne mourrait pas forcément assez rapidement si on consommait du cannabis, ce qui est totalement faux, vu que c'est un produit qui vient modifier les deux. Vont modifier l'état psychologique de la personne. C'est des produits psychoactifs, donc qui agissent au niveau du cerveau. Et en agissant au niveau du cerveau, ils vont modifier notre comportement. C'est-à-dire que si on consomme du cannabis, on n'est pas tout à fait dans le même état que si on n'en avait pas consommé. Il faut après se poser la question du pourquoi on en a consommé. Mais donc on prend un risque. Le premier risque, sans parler de mort, sans parler des choses les plus graves, mais ça peut être un risque sexuel. C'est avoir des rapports sexuels non protégés. Ça peut être, je prends la voiture, pour rentrer chez moi et je vais avoir un accident. C'est souvent associé. Le cannabis est souvent associé aussi avec de l'alcool. Donc il y a des risques
parce qu'il y a une modification du comportement. Donc drogue dure, drogue douce, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Il y a des produits psychoactifs qui agissent sur le corps, qui agissent au niveau du cerveau, qui viennent modifier notre état de conscience, et en fonction de notre personnalité et du pourquoi à un moment donné on les a consommés, ont des conséquences plus ou moins dangereuses, tant au plan physique mais aussi psychologique. D'accord, donc vous laisserez la gestion des effets directs des produits au corps médical, je suppose, et vous continuerez à vous intéresser aux motivations, aux perturbations de la personnalité qui font que ça devient un problème par lui-même. Et dans ce cas, comment vous analyseriez les séquences de passage à des drogues de plus en plus impliquantes, de plus en plus dépendantes, enfin c'est pas la grande dépendante, c'est la personne, mais qui crée le plus de dépendance. Est-ce qu'il y a des séquences habituelles ou est-ce qu'il n'y a pas de séquences habituelles s'il s'agit d'un problème de personnalité ? Alors, on a souvent évoqué par le passé ce qu'on a appelé le phénomène d'escalade. C'est-à-dire, on commence avec tel produit et on finit avec tel autre. Aujourd'hui, nous savons que cela n'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses se passent. Ce que nous savons aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a différents modes d'usage. Mais que tout le monde, c'est pas parce qu'on est dans un usage festif, récréatif, que nous allons devenir addicts, dépendants et être dans des difficultés plus. Voilà, parce que je pense que tous les jours, voilà, je pense que tout le monde a des comportements, des usages festifs de certains produits. Je rentrerai pas sur le volet licite ou illicite, mais voilà, ne serait-ce que boire un apéritif, comme je l'ai évoqué lors de la précédente émission. C'est ça, il faut rappeler que, par exemple, un apéritif, ça a un effet psycho-modificateur. Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est pris, sinon on prendrait autre chose. Bien sûr. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux substances, donc il y a cet usage, on va dire les trois usages: l'usage festif, l'usage nocif, et ensuite l'addiction, la dépendance, l'addiction, c'est le troisième mode d'usage. Mais tous, on peut basculer de l'un à l'autre, bien sûr, mais on peut ne pas y basculer. Je ne peux pas faire une généralité parce que il faut prendre en compte justement l'individu, et chaque individu est différent. Les histoires des uns et des autres, nos histoires de vie, les histoires de vie sont différentes des uns et des autres. Donc il n'y a pas c'est pas systématique. D'accord, on retombe un petit peu sur ce que nous évoquons régulièrement dans cette émission, qui est que 80% d'une pathologie relève en général du mode de vie, de la manière de se comporter, et non pas d'un espèce de message génétique ou d'un message qui serait là dû aux médicaments qui en lui porterait la suite logique, quoi. Il n'y a pas de logique d'utilisation selon le produit. Non, parce qu'il y a plusieurs, effectivement, paramètres. Et vous parliez des paramètres psychologiques. Il y a aussi quand même le paramètre de la structure psychologique de la personne. Toute structure n'est pas pareille. Et donc, en fonction de tel ou tel produit, ça peut ou pas déclencher, générer ou mettre à jour certaines pathologies. Mais tout cela, on ne peut pas en faire des généralités parce que c'est la rencontre, et je le répète, d'un produit, d'une personnalité dans un moment donné. Et donc, ça n'est pas la substance qui crée l'addiction? Je ne pense pas. D'accord, ce qui ouvre quand même de nouvelles manières de voir le problème, et donc qui peut-être interroge sur ce qu'on utilisait comme système de sevrage jadis, qui était l'hospitalisation avec le blocage de la personne et la possibilité de se ravitailler. Alors, l'hospitalisation peut faire partie d'une des réponses à un moment donné pour une personne, mais elle fait partie d'une des palettes, mais elle n'est pas la seule. Le sevrage hospitalier tel qu'on le concevait dans les années, il y a longtemps maintenant. Restons dans le vague, qui peut exister toujours aujourd'hui pour certaines personnes parce qu'il y a des demandes. Ou dans un cadre légal. Tout à fait. N'est pas la seule et unique réponse. Il y a des personnes qui font des sevrages aussi en ambulatoire avec des suivis par des centres comme notre centre de soins ou par des
des médecins généralistes en médecine de ville, il y a les consultations, il y a plusieurs réponses, il y a la réduction des risques, il n'y a pas une réponse, il y a des réponses, il n'y a pas un produit, il y a des produits et il y a surtout des individus et des personnes qui peuvent à un moment donné être en difficulté, en souffrance et on est là pour les écouter, les accueillir et les soutenir et les accompagner. Très bien, eh bien, bon courage. Merci à vous. Allez, Est-ce qu'on pourrait pour terminer peut-être Sylvie Ruffier donner les coordonnées de l'association AIPD afin que nos auditeurs qui se poseraient des questions puissent vous téléphoner, vous écrire, venir vous voir? Oui, donc je rappelle que nous sommes des services anonymes gratuits, que nous conservons la confidentialité. Donc le siège social, il est 18 bis allée de Villotte à Foix au 05 61 05 01 93. Et donc là, on est quasiment sûr de trouver sur les jours de la semaine, du lundi au vendredi, quelqu'un qui réponde et qui puisse orienter vers l'un des services au dispositif de notre association. Merci beaucoup. Merci. C'était La santé, ça n'a pas de prix. une émission de Michel Bouche. Tous les jeudis à 13h30 et tous les samedis à 11h30. La santé, ça n'a pas de prix. Vos questions, vos réactions en écrivant à rédaction.transparence@wanadoo.fr.